Ok, alors, je vais parler maintenant de NP-complétude. L'idée, c'est de chercher à comprendre est-ce qu'il y a des problèmes qui sont plus difficiles que d'autres dans NP. Donc, on dit qu'un problème est NP difficile s'il est plus difficile que tous les problèmes de NP. Donc, tout problème B de NP est plus facile que lui. Donc, intuitivement, il est plus difficile que tous les problèmes dans la classe. On dit qu'il est NP complet si, en plus, il est dans NP. Alors ça se dit, finalement, être NP complet, c'est simplement être un élément maximum pour cette relation de être plus facile que. Alors pourquoi introduire ce concept? Parce qu'il se trouve qu'il y en a des problèmes NP complets, ce qui n'est pas évident a priori, qu'il y a des problèmes plus difficiles que tous les autres dans NP. Bon, et plus généralement, quand on a une classe de problèmes de décision qui ne serait pas NP, on dit que un problème est difficile pour la classe C s'il est plus difficile que tous les problèmes de C. Et on dit qu'il est C complet si en plus A est dans C. Donc être C complet, ça veut dire qu'on est un élément maximum pour la relation de comparaison dans ma classe. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des problèmes NP complets. C'est le théorème de Cook-Levin. Et le théorème de Cook-Levin est plus précis, il en donne un exemple. Le problème SAT que j'ai présenté auparavant est NP complet. Donc SAT, je me donne une formule de calcul propositionnel et je veux savoir si elle est satisfiable. Il se trouve que ça, c'est NP complet. C'est plus dur que tous les problèmes de NP. Je sais déjà, je l'ai vu. La preuve, on la verra plus tard dans un prochain cours. Ce qui m'intéresse surtout ici, c'est ses conséquences. Je réalise que P est égal à NP si et seulement si il y a un algorithme polynomial pour SAT. Pourquoi? D'abord, SAT est dans NP. Donc si P égale NP, ça veut dire que SAT est dans P. Réciproquement, je vous dis que SAT est complet, c'est-à-dire plus dur que tous les problèmes de NP. Donc quand j'ai un problème B dans NP, B est plus facile que SAT. Si SAT est dans P, B sera dans P. Et donc j'ai exactement mon corollaire. Alors si on recule un peu et on regarde cette preuve, on réalise qu'en fait il n'y a rien de spécifique à SAT dans cette affaire. J'ai juste utilisé le fait que SAT était complet. Effectivement, si j'ai A un problème NP complet, P égale NP, si et seulement si A est dans P. Alors ça justifie un premier intérêt de produire des exemples de problèmes NP complets. Parce qu'on peut se dire que ça va permettre possiblement de répondre à la question P égale NP. Il suffira d'en trouver un pour lequel j'ai un algorithme polynomial. Auquel cas, je serai riche, j'aurai prouvé que P égale NP. Ou alors d'en trouver un sur lequel j'aurais prouvé qu'il n'est pas polynomial, auquel cas je serais aussi riche, j'aurais prouvé que P n'est pas égal à NP. Donc ce que je viens de dire, c'est que ça sert à prouver que P égale NP, de trouver des problèmes NP complets, mais pas seulement et pas vraiment. En fait, c'est beaucoup plus pratique que ça. Et pour casser un petit peu les ardeurs à essayer de faire ça, remarque, si jamais j'ai un problème A et un problème B qui sont NP complets, puisque B est complet, A est plus facile que B. Et puisque A est complet, B est plus facile que A. Autrement dit, tous les problèmes NP complets sont de même difficulté. Donc en réalité, c'est pas facile d'arriver à prouver que P égale NP, et c'est pas vraiment comme ça qu'on utilise la NP complétude. C'est surtout pour la raison suivante. Supposons que vous essayez de résoudre un problème. Vous essayez de programmer votre algorithme. Là, à un moment, vous n'y arrivez pas, vous ne trouvez pas de solution raisonnable. Vous pouvez vous dire que peut-être que c'est parce que je suis juste un imbécile et que j'aurais dû, qu'il suffit que je me creuse un peu et je vais finir par le trouver. Ou alors, vous vous dites que si ça se trouve, ce problème est NP complet. Et c'est un réflexe qu'on adopte assez systématiquement quand on n'arrive pas à résoudre un problème donné, chercher à savoir s'il est NP complet. Si jamais j'arrive à prouver qu'il est NP complet, ben, ça me permet de me convaincre que, ok, je n'arrive pas à trouver d'algorithme, mais je ne suis pas tout seul. En fait, si j'arrivais à trouver un algorithme raisonnable, j'aurais résolu P égale NP. Ça veut dire
que je sais qu'il n'y en a pas d'algorithme raisonnable, sauf si P égale NP. Auquel cas, je viens de me persuader que je ne suis pas capable de trouver un algorithme raisonnable, mais je ne suis pas tout seul, et qu'il faut peut-être que j'arrête de chercher un algorithme raisonnable. Et c'est vraiment comme ça qu'on l'utilise en pratique. Quand on a un problème qui est difficile, qu'on n'arrive pas à résoudre, on essaye peut-être de voir s'il n'est pas NP complet. Et du coup, c'est pour ça que c'est super important de avoir des exemples de listes de problèmes NP complets, puisque quand on a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, on va chercher, premier réflexe, à déterminer si ce problème est NP complet. Ok, alors une remarque, puisque c'est une question qu'on me pose régulièrement, est-ce qu'il y a des problèmes entre P et NP qui ne seraient pas NP complet? Alors clairement, si P égale NP, de toute façon P et NP, c'est la même classe. Par contre, si P n'est pas égal à NP, on sait prouver, c'est le théorème de Ladner, qu'il y a des problèmes dans NP qui ne sont pas dans P et qui ne sont pas NP complet. Donc, c'est ce que dit mon schéma ici. En fait, les inclusions sont strictes. Et le schéma est celui-là, si jamais P est différent de NP. Le seul défaut de ce programme de Ladner, c'est qu'il ne produit pas d'exemple naturel. Donc c'est un problème qui est obtenu par diagonalisation. Et on ne connaît pas d'exemple naturel strictement entre les deux